Bonjour. Là, c'est l'équipe du journal du pays. Merci de nous avoir accordé cette interview. Comment se porte votre parti, le MCATT? Le MCATT se porte relativement bien, mais compte tenu de la situation actuelle du pays, vous savez, avec une insécurité grandissante aujourd'hui, nous sommes dans une situation de précarité où les activités du parti sont ralenties à cause justement de cette insécurité grandissante qui était d'abord au nord, maintenant qui a atteint pratiquement les 2/3 de notre pays. Donc c'est vous dire quelque part que vous avez vu, les gens ont souvent peur de bouger, d'aller dans certaines localités. Mais nous pouvons vous rassurer quand même que le parti a ses représentants partout sur l'étendue du territoire national. Et nous osons espérer que dans un avenir prochain, non lointain, nous aurons certainement la possibilité de faire des activités d'envergure souhaitées. Monsieur le Président, votre parti fait partie du mouvement du 5 juin, le M5RFP. Vous êtes battu pour les changements, pour le départ du Dakar. Les militaires ont parachevé votre combat, d'après ce qu'ils disent. 6 mois après l'installation des organes de transition, est-ce qu'il y a un espoir de refondation de l'État du Mali? Est-ce qu'il y a espoir? Je m'en vais déjà vous rectifier à ce niveau, parce que dire que les militaires ont parachevé la lutte du M5RFP, la lutte du M5RFP continue. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le M5RFP, c'est une idéologie, c'est un idéal, c'est un mouvement qui se bat pour la justice sociale, pour plus d'équité et pour le bien-être surtout des Maliens. Donc, quelque part, notre lutte n'est pas achevée. Et mieux que ça, nous voulons dire aujourd'hui qu'il faudrait que, contrairement à ce qui avait été dit par les militaires, nous avions compris par la suite aujourd'hui qu'il s'agissait réellement d'un coup d'État. Parce que la réalité du pouvoir se situe à ce niveau aujourd'hui. Donc, ceux qui en réalité se sont levés pour des causes justes, pour la malgouvernance, la mauvaise gouvernance et le clanisme, etc., et beaucoup d'autres sujets, aujourd'hui se rendent à l'évidence que le pays est en train de continuer sur la même voie. Et pour nous, il faut une rupture. Et cette rupture dans nos comportements, une rupture dans la gestion du pouvoir, etc., etc., pour en tout cas se projeter sur un avenir radieux. Donc c'est pourquoi on a toujours parlé de la refondation du Mali et le Mali croix dont nous rêvons tous aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je dis quelque part. Maintenant, dire que en 6 mois déjà consommés dans les 18 mois que les lignes ont bougé, vous êtes journaliste, vous l'appréciez mieux que nous autres parce que vous avez contact avec les populations. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est la déception sur tous les plans. Les gens sont dans le regret, certains sont même dans les auto-accusations par-ci, par-là. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons que il y a encore le temps pour bien faire. Et vous parlez de rectification de la transition. Est-ce que vous croyez à cette rectification? Effectivement. Est-ce que la population va suivre? Oui, au fait, aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, quand vous regardez l'atmosphère, les gens, leur préoccupation majeure, c'est leur bien-être. Qu'est-ce qui a changé entre-temps par rapport aux Maliens lambda? C'est ça la question. C'est ça le plus important. Il ne faudrait pas que les gens confondent entre leadership politique et justement la population. La population aujourd'hui est dans le regret et aujourd'hui, je le dis,
et avec conviction que les gens estiment que nous allons de mal en pire. Et c'est ça le plus dangereux. Je ne parle pas de nous suivre. Ce n'est pas suivre quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, cette liberté d'expression et cette liberté de mouvement que les uns et les autres ont permet à juste titre d'évaluer aujourd'hui. C'est une évaluation, c'est un constat. Donc, et moi je le dis franchement que c'est pas fortuit aujourd'hui que dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Et dans peut-être quelques jours, vous allez voir si la population est acquise ou pas. Ce n'est même pas que ce soit une population acquise. C'est une population qui, en réalité, s'est dit trop c'est trop, il faut agir parce qu'il y va de notre avenir. Monsieur le Président, cette transition doit aboutir aussi à des réformes politiques et institutionnelles. D'ailleurs, un comité d'orientation stratégique a été mis en place. Est-ce que vous avez été invité lors de la mise en place de ce comité et qu'en pensez-vous de ce comité? J'ai été invité pour une réunion par le biais de mon regroupement et de mon parti, mais malheureusement je n'ai pas participé à cette rencontre pour raison de déplacement. Et au-delà de ça, je n'ai pas encore écho que cette commission ou ce comité a été mis en place. C'était des annonces. Et pour moi, aujourd'hui, la question ne se situe pas de mettre un comité ou une commission en place. La question est de savoir d'abord, est-ce que les Maliens sont d'accord? Est-ce que les Maliens veulent ce changement tant prôné et dans quel secteur il faudrait que les gens se manifestent? Il faudrait une inclusion de tous les Maliens. Et je dis, le Mali ne se résume pas à Bamako. Le Mali ne se résume pas à quelques individus à Bamako. Le Mali est plus vaste que tout cela. Moi, je pense que la vie des Maliens importe mieux que toutes les réformes que nous voulons déclencher ou engager dans cette période de transition. Il faudrait quand même qu'il y ait cette grande messe pour se mettre d'accord. On parle de feuille de route, on parle de ceci, cela. Mais est-ce réellement ce dont les Maliens ont besoin aujourd'hui? Parce que vouloir aller coûte que coûte dans les échéances électorales à venir, mettre un président de la République, ok, c'est bien, c'est beau, mais qu'est-ce qui aurait changé entre-temps? Ou même imposer un président? Parce que c'est ce qui se dit dans les couloirs, dans les coulisses. Donc pour nous estimons que notre porte n'a jamais été fermée, mais nous estimons que de telles rencontres, et il faudrait que les gens priorisent en tout cas la participation collégiale de tout le monde. Monsieur le Président, vous insistez beaucoup sur la création d'un organe unique de gestion des élections pour une question de transparence. Vous, au niveau de votre parti, au niveau de M5RP, le Premier ministre évoque une question de contrainte pour annoncer un peu la non-possibilité de la création de cet organe. Qu'en pensez-vous? Vous savez, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris à la rue où nous sommes en train d'aller. L'organe unique de gestion des élections, c'est une volonté populaire, c'est une volonté des acteurs politiques. Le dialogue national inclusif qui a vu la participation de la quasi-totalité des leaders politiques, de la société civile, etc. Mais il avait été acté, décidé que cet organe unique de gestion allait être mis en place. Aujourd'hui, dire que nous n'avons pas le temps, on a le temps pourquoi? Aujourd'hui, moi je veux savoir, depuis tout ce temps, on a le temps pourquoi? Remettre une CENI moréabonne encore en place, mettre les mêmes structures en place,
pour aller dans les mêmes problèmes. Vous savez, le génie malien, il ne faudrait pas qu'on insulte le génie malien. Dire qu'on n'a pas le temps. On a le temps. Il faut se donner le temps. Les questions d'une nation ne sont pas gérées de façon speed, comme on le dit. On le fait avec intelligence, on le fait avec organisation et on se donne le temps. Il sert à quoi de courir très vite et par finir se rendre compte que ça n'en valait pas la peine? Nous estimons que aujourd'hui cette question ne devrait plus être d'actualité. C'est acté, c'est une priorité et le gouvernement doit tout faire pour que nous ayons en tout cas un consensus au niveau de cet organe de gestion unique des élections pour plus de transparence, pour plus d'équité, etc. Faut-il réviser la constitution du Mali? Obligatoirement. Vous savez, ce n'est pas, entre guillemets, que Dieu me pardonne, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le Saint-Coran. Notre constitution a montré ses limites. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous estimons aujourd'hui qu'il va y apporter certainement des correctifs, des corrections, mais qu'à cela ne tienne, et je dis aux gens, le président Alpha, il avait essayé, ça n'a pas marché. Le président ATT avait essayé, ça n'a pas marché. Ibeka avait essayé, ça n'avait pas marché, etc. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase transitoire. Je pense que c'est le moment opportun, le moment propice, mais de quel changement de constitution s'agit-il? Si c'est juste pour faire un semblant, ce n'est pas la peine. Moi, je pense que nous devons aller en profondeur. Nous devons avoir le courage, en tout cas, de poser certains actes pour les générations futures à venir. Donc, c'est très, très important. Et je pense qu'en la matière, il ne faudrait pas aller de main morte. L'accord d'Alger suscite beaucoup de débats. Quelle est la position, quelle est la lecture que fait les partis MCRTT? Aujourd'hui, pour nous, il faut relire l'accord. C'est un accord qui a été, de mon humble avis, fait en catimini, sans l'approbation du peuple malien, qui a été fait juste pour plaire à quelques individus, à nos soi-disant amis partenaires. Aujourd'hui, force est de reconnaître que, après toutes ces années, son application a posé problème. Mieux vaut avoir quelque chose de simple, applicable, que d'avoir ce beau texte, entre guillemets, qui est irréalisable. C'est clair. Donc, nous estimons aujourd'hui que, et pour une fois, les Maliens devraient être sur la table pour pouvoir régler cette question. Il faut relire l'accord, c'est notre position, et nous ne pouvons plus transiger par rapport à la question. Vous avez des propositions pour que les élections générales à venir puissent se tenir de manière beaucoup plus transparente? Oui, nous avions fait des propositions. Et, une de ces propositions. Et pour nous, déjà, au niveau du fichier électoral, nous estimons que le fichier électoral tel que conçu actuellement ne répond à rien. Dans la mesure du possible où les morts votent, il y a des gens qui sont, il y a des doublons, il y a des gens qui sont frictifs sur le truc, tandis que quelque part, il y a des gens qui sont à l'âge de voter, qui n'arrivent pas à avoir leurs droits, etc. Donc, nous devons revoir le fichier obligatoirement. Et parler du fichier, ça devrait pouvoir prendre bon an, mal an, 1 an. Maintenant, le deuxième aspect sur lequel moi je vais m'appesantir, pour une fois, moi j'estime, en tout cas, c'est l'avis de notre regroupement, je parlais du pôle politique du consensus, c'est qu'il faut qu'on aille à des inscriptions volontaires.
Parce que vous allez convenir avec nous que sur les 8 millions et quelques de votants inscrits, il n'y a pas 3 millions de votants. Donc, quelque part, c'est un mauvais fichier. Mieux vaut, en tout cas, stimuler à ce que les formations politiques, les acteurs politiques puissent aller vers les populations, les motiver à venir se faire inscrire de façon délibérée, et ça va nous permettre d'avoir des élections encore plus crédibles. Donc, l'inscription volontaire pour nous est une solution par rapport à ça. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ce n'est pas que l'argent qui devrait faire le choix des peuples. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que même par rapport au parrainage, les parrainages, par exemple, pour la présidentielle, moi, j'estime qu'au lieu de trouver 5 élus communaux dans les différentes localités, ou 5 députés ou 10 députés, il serait judicieux aujourd'hui que ce soit un parrainage lié justement aux votants. Aux votants, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelque part, que ceux qui sont régulièrement inscrits sur les listes électorales puissent parrainer les candidatures. Donc pour la présidentielle, nous estimons qu'il faille 10 000 signataires. 10 000 inscrits régulièrement, au moins pour permettre justement à la candidature d'être crédible quelque part. Maintenant, pour les communales, je vais proposer 2500 signatures. Et pour les législatives, il faudrait au moins 5000 signatures. C'est le minimum qu'on puisse demander à un acteur politique. Ça va dire quelque part qu'il a une légitimité quelconque. Mais se lever parce que j'ai 50 millions, j'ai 100 millions, je fais une candidature pour aller juste mettre ça dans mon CV pour dire que oui, j'ai participé à la présidentielle, etc., etc. Nous estimons que la gestion d'un État est plus sérieux que tout ça. C'est au peuple de décider. Nous sommes dans une démocratie et il faut cette légitimité qu'elle soit donnée par le peuple et pas par quelques individus qui sont là juste pour prendre 5 millions par-ci, 10 millions par-là pour donner des signatures. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Et si nous restons dans ces mêmes conditions, c'est sûr que nous aurons les mêmes dirigeants. Et c'est pourquoi les populations aujourd'hui disent oui, les hommes politiques sont des gens pourris. Mais en réalité, ils sont à la solde de l'argent. Et c'est ça le b.a.-ba de la chose. Donc, quelque part, nous estimons et nous disons que pour nous, c'est vraiment important. Maintenant, l'autre aspect qui nous tient à cœur également, c'est d'aller au proportionnel par rapport à l'élection législative. L'élection législative, aller au proportionnel, pour nous, ça va permettre à ce qu'il y ait réparation quelque part de légitimité. Parce que vous convenez avec nous que quelqu'un peut perdre avec 49% des votants, des voix. Mais quelque part, s'il faudrait qu'il attende pendant tout ce temps et ne pas être mêlé à la gestion de la cité, quelque part, nous disons que c'est une injustice. Et pour les militants et pour justement l'acteur politique qu'il est. Donc, quelque part, la proportionnelle dans toutes les élections. Maintenant, chef de file de l'opposition ou de la majorité, nous estimons qu'il ne devait pas y avoir de clivage. Mais si cela devrait en être, nous estimons que le candidat malheureux de la présidentielle qui serait au deuxième tour ou qui serait deuxième sur la liste, de façon légitime, devrait porter cette casquette. Pas laisser aux soins des députés pour en décider autrement. Parce qu'il a une certaine légitimité et c'est à lui de pouvoir
contredire justement les aspects qui ne seront pas dans le projet de société du premier candidat qui serait élu. Donc, quelque part, nous disons que c'est des propositions fortes comme ça que nous avions, en tout cas par rapport à la relecture de la loi électorale. Monsieur le Président, dernière question. Et si on vous demandait de donner des conseils aux nouvelles autorités? Le conseil il va être le même. Le Mali est un grand pays, et un pays d'écoute et un pays surtout de tolérance. Maintenant, on ne peut pas gérer les hommes sans les écouter, à la différence des animaux. Nous estimons qu'aujourd'hui, le problème majeur d'IBK, c'était quoi? C'est qu'il était très distant du peuple. Et nous l'avons dit, répété à plusieurs reprises, quand nous étions sur le boulevard, nous l'avons dit d'écouter son peuple. Et nous demandons aux autorités de la transition d'écouter le peuple. Parce que ceux qui viennent pour raconter, en tout cas, des flatteries, etc., ne sont pas pour le peuple. La vérité, elle est souvent amère. Mais il faut l'accepter tel que c'est. Aller dans cette grande messe, je dirais encore, qui va permettre aux Maliens de se retrouver, de se parler, de convenir de quelque chose pour projeter un avenir, sinon projeter un programme digne de ce nom qui serait porté par l'ensemble du Mali pendant cette période de transition. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, une transition qui est censée être neutre. Et ça fuse de tous les côtés. Oui, X est le candidat des militaires, X est le candidat des Intel, etc., etc. Mais nous estimons qu'on n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, la préoccupation majeure de tout Malien, c'est de faire table basse, raser ce qui est à raser et nous projeter avec des soubassements corrects pour un pays et un peuple digne. C'est ça le plus important. Maintenant, vous savez, il n'y aura jamais l'unanimité autour de la question. Mais il faudrait que les autorités composent avec le M5 RFP. Parce que le M5 RFP, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, c'est nous qui avons, et je le dis, je le répète avec insistance, c'est nous qui avons imaginé ce changement. Sans Dieu et le M5 RFP, il n'y aurait pas de coup d'État, il n'y aurait pas de changement de régime. Donc aujourd'hui qu'on aille à ça, quelque part, nous sommes cautions de cette situation. Donc il faudrait que, et les éléments de motivation que nous avions eus pour faire le départ de IBK, il faudrait que ces motivations, ces idées et justement ces préoccupations soient prises en charge. Et leur prise en charge, il y va non seulement de la crédibilité de la transition, mais surtout du devenir du Mali. C'est ça le plus important. Et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de pression pour dire en 18 mois, nous allons mettre fin à cette transition. Ce n'est pas une course de vitesse en soi. Pour un pays, le temps, il est précieux, certes, mais il faut se donner le temps pour bien faire afin d'aboutir à des élections qui ne seront pas contestées. Sinon, nous risquons dans quelques années de se retrouver encore dans une autre transition. Donc, j'en appelle en tout cas à la bonne compréhension de tout un chacun et dire que nous restons ouverts. Nous sommes des Maliens, nous ne sommes pas des avides du pouvoir, contrairement à ceux qui commencent déjà à être sur le terrain politique et à essayer de se faire une certaine image de pré-campagne, de campagne entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas préoccupés par ce qui se passe. Ça, c'est des avides du pouvoir, des gens qui courent après le pouvoir, des gens qui veulent tout de suite le pouvoir. Aujourd'hui, nous avions des problèmes qui sont là.
Vous pensez qu'avec l'insécurité actuelle, nous pouvons faire des élections? Ce n'est pas possible. Paix à son âme, Soumaïla a été prise en otage. Pendant combien de temps? Combien d'acteurs politiques peuvent se retrouver dans cette situation? Et aujourd'hui, les gens sont aveuglés. Oui, il faut mettre un président en place. Mais bon Dieu, on est dans quel pays? Nous n'apprenons jamais de nos erreurs. Et ceux qui sont dans cette perspective, dans cette dynamique, et je profite de l'occasion pour envoyer un message fort à la jeunesse malienne. Dites non aux coupes, aux matchs de football, aux matchs de sportifs, etc. Dites non. Dites non aux femmes également. Dites non aujourd'hui aux récréations. Je veux parler de Top Étoile, des concerts, de ceci, cela. Dites non aux hommes politiques. Dites non, pourquoi? Dites-leur, les enfants, les jeunes, je veux que vous leur dites, vous n'avez plus besoin de ballon, vous n'avez plus besoin de maillot, vous n'avez plus besoin de coupe, vous avez besoin d'aller à l'école, vous avez besoin surtout d'une instruction, vous avez besoin de travail, vous voulez travailler, vivre à la sueur de vos fronts, vous voulez être des gens dignes, pas à la merci de quelques individus. Dites-leur non, que trop c'est trop, que vous ne voulez plus de ces ballons, des t-shirts, des maillots, du thé, des concerts, etc. Vous ne voulez plus de ces regroupements. Qu'on vous donne la latitude d'étudier, qu'on vous donne la latitude d'aller à l'école, qu'on vous donne la possibilité d'avoir du boulot, d'avoir du travail, qu'on vous guide vers ça, que vous n'avez plus rien à cirer. Ceux dont le discours va dans ce sens, juste pour des miettes que vous n'en avez plus besoin. Nos mamans, nos femmes, je veux qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, c'est bien de se distraire. La distraction, les amusements, ce n'est pas mauvais en soi. Mais aujourd'hui, le pays, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin... Nos mamans, dites-leur que vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin d'encadrer vos enfants. Vous avez besoin de les voir réussir à l'école. Vous avez besoin de les voir avoir du boulot, du travail, vivre de la sueur de leur front. Voilà le message que nous devons faire parvenir. Mais des regroupements du non-sens, toujours la même chose, toujours les mêmes répétitions, toujours les mêmes gens, nous en avons marre. Nous en avons marre et je dis nous en avons marre. Aujourd'hui, nous voulons retrouver notre dignité. Et de cette dignité-là, nous ferons face à l'Occident. Nous ferons face aux autres prédateurs qui sont là justement pour leurs intérêts sordides sur notre territoire. C'est ça le plus important. Entre nous, Maliens, aujourd'hui, ce qui se passe peut être résolu entre nous, Maliens. Nos frères qui ont pris les armes, nos frères aujourd'hui qui sont perdus dans la nature, nous pouvons les récupérer. Les récupérer comment? Par le dialogue. Nous pouvons les récupérer comment? Par la fraternité. Nous pouvons les récupérer comment? Par la cohésion. Et cette cohésion, c'est à nous de le faire. Pas aux soi-disant amis du Mali. Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des civils, c'est la même chose. Nous en avons dit, nous disons encore, trop c'est trop. Plus jamais ça. Plus jamais ça au Mali. Merci, monsieur le Président. Merci.